Madame, Monsieur, bonjour. Le sommet sur la sécurité maritime à Lomé au Togo est bel et bien lancé et dans ce cadre, nos entretiens aussi ont atteint leur vitesse de croisière. Nous recevons aujourd'hui Hugo Sada. Bonjour, Hugo Sada. Vous êtes ancien journaliste à Jeune Afrique. La grande époque de Jeune Afrique, c'est Nana-Andrea Mirado, Siradou Diallo et Jean-Baptiste Placard. Cette grande époque-là, vous l'avez vécue. Absolument. Voilà. Également, vous travaillez maintenant pour la compagnie CES, qui est la compagnie européenne d'intelligence stratégique. Mais je rappelle aussi qu'il y a, pendant 10 ans, vous avez travaillé auprès d'Abdou Diouf, le secrétaire général de la francophonie, où vous avez été délégué aux droits de l'homme, à la démocratie et à la paix au sein de cette organisation. Exact, je vois que vous êtes parfaitement bien informé. Merci. Et aujourd'hui, vous travaillez pour CES, je l'ai dit, voilà, compagnie européenne d'intelligence stratégique, et que vous prenez une part active à l'organisation de ce sommet sur la sécurité maritime qui se tient à Lomé au Togo, ici. Alors, d'emblée, qu'est-ce qui justifie, quelle approche justifie qu'on puisse tenir un sommet comme celui de Lomé aujourd'hui? Écoutez, les enjeux autour de la sûreté et de la sécurité maritime sont considérables pour l'Afrique, pour le développement, pour développer toutes les nouvelles stratégies de paix et de développement qui se mettent en place ces dernières années. Le contexte a énormément changé. Depuis la fin de la guerre froide, il y a une nouvelle donne stratégique en Afrique. Et cette nouvelle donne stratégique, elle a favorisé le développement de nouvelles menaces. Le terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité organisée, qui font beaucoup de mal au continent africain, mais qui aussi sont devenus des enjeux internationaux. Et donc, les solutions, les réponses à ces menaces, elles doivent être d'abord africaines sur le continent africain. C'est le nouveau slogan légitime, solution africaine aux problèmes africains, ce qui est évidemment la bonne évolution, mais elles doivent aussi se construire dans un cadre international et avec des partenariats rénovés avec les grands partenaires. Les Africains ont montré leur volonté politique au sommet d'Yaoundé en juin 2013 sur ces problématiques. Ils ont lancé le mouvement, ils ont cadré les politiques à suivre, et depuis, il y a une forte prise de conscience que ces enjeux sont des enjeux globaux et donc il faut des réponses globales. Il y a des enjeux environnementaux, économiques, sécuritaires, et donc c'est la construction de ces réponses globales qui est en train de se développer. Et à tout seigneur, tout honneur, l'Union africaine essaye de rassembler tout ça, de donner une cohérence et de donner une impulsion pour que toutes les décisions prises par les communautés régionales, la CEDEAO, la CEAC, la Commission du Golfe de Guinée, puissent mettre en œuvre. Et pour cette mise en œuvre, c'est pour ça que dans le cadre du sommet, le Togo a voulu qu'on organise ces side events, avec 2 fonctions vraiment liées à la mise en œuvre de toutes ces politiques. La première fonction, c'est l'expertise, qui est décisive, et c'est pour ça que nous avons rassemblé à Lomé plusieurs dizaines d'experts internationaux de très haut niveau sur tous les enjeux de la problématique des enjeux maritimes. Et par ailleurs, les industriels qui, eux, détiennent la technologie de pointe et qui va très vite aujourd'hui. Oui, j'ai vu qu'il y aura des démonstrations grandeur nature en présence des ministres et des chefs d'État et des ministres pour faire justement montrer ces matériels dont l'Afrique aura besoin pour se doter d'atouts pour sa défense maritime. Absolument. Donc c'est ça l'objet de cette opération des side events, c'est mobiliser, sensibiliser et donner une dynamique
à ces partenariats rénovés dont tout le monde a besoin. Vous parlez de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous pensez que l'Union africaine peut fondamentalement changer dans l'approche de la lutte africaine, de la lutte contre l'insécurité sur les côtes maritimes, puisque Yaoundé en 2013 et puis les Seychelles en 2015, ce n'était forcément pas encore l'Union africaine, mais l'intervention de l'Union africaine vous paraît-elle de nature à déterminer définitivement une nouvelle orientation? Écoutez, le rôle de l'Union africaine, c'est un rôle politique et un rôle d'impulser des dynamiques collectives en Afrique. Le fonctionnement de l'Union africaine a toujours été de donner cette impulsion et d'articuler la dynamique avec les communautés régionales. C'est le principe de subsidiarité qui préside au fonctionnement de l'Union africaine. Donc l'Union africaine, en organisant un sommet, en contribuant à des stratégies globales, etc., fait son travail d'impulsion politique. Après, pour la mise en œuvre, il y a les communautés régionales et puis les États. Les acteurs majeurs de la mise en œuvre concrète des politiques, ça reste les États, qui ont la responsabilité souveraine de leurs forces de défense, de la maîtrise de leur territoire et de leurs espaces maritimes. Donc il y a 3 étages, l'Union africaine, les communautés régionales et les États. Voilà, et c'est comme ça que fonctionnent toutes ces dynamiques. Oui, oui. Alors, les solutions que vous apportez, une organisation comme la vôtre, la compagnie européenne stratégique, alors, est-ce que vous ne craignez pas à un moment donné qu'on pense que c'est encore des solutions clairement que vous ramenez pour l'Afrique? Est-ce que vous avez suffisamment intégré des vues africaines dans cette approche-là? Ah bah, complètement. Hein. Vous rappeliez tout à l'heure mon itinéraire. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Oui, oui, l'idée, c'est vraiment cette logique qui est un enjeu fondamental de partenariat rénové, une nouvelle logique de partenariat et de fonctionnement entre l'Afrique et ses partenaires, où l'objectif, c'est d'abord d'avoir une vision convergente des réponses à ces nouvelles menaces, et ensuite d'organiser l'accompagnement des dynamiques africaines, des solutions africaines que les Africains définissent et mettent en œuvre. Et c'est comme ça que nous travaillons, et c'est comme ça qu'à la demande des autorités togolaises, on a organisé ici, en marge de sommet, ces opérations. Mais ces opérations, elles sont là pour venir contribuer, nourrir les réflexions et les mises en œuvre des politiques africaines. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Mais alors, pour parler concrètement, vous avez également d'autres perspectives sur la sécurité en Afrique. À Dakar, ce sera en décembre 2016. Prolongement, pas forcément sur les questions de sécurité maritime, mais globalement sur les questions de sécurité. C'est aussi une problématique qui est devenue très importante en Afrique, la question de la sécurité. Tout à fait. Vous savez, au sommet Afrique-France de 2013, les chefs d'État africains ont dit, voilà, on est maintenant dans une période nouvelle, on a des capacités stratégiques qui sont en train de se transformer, on a vraiment besoin, face aux nouvelles menaces, aux nouveaux contextes, de transformer toutes nos stratégies de défense, l'organisation de nos forces armées, etc. Et ils ont tous dit, notre problème, c'est qu'il faut qu'on renforce et qu'on développe la réflexion stratégique africaine en Afrique. Et ils ont dit, on n'a pas de rendez-vous africain informel où on peut rassembler tous les acteurs de la sécurité sur le continent avec les partenaires internationaux. Donc ils ont souhaité qu'il y ait un forum qui remplisse cette fonction. Comme dans d'autres régions du monde, il y a des forums comparables où se rencontrent au plus haut niveau tous les acteurs de la sécurité. Donc cette décision du sommet a entraîné la création du Forum de Dakar à l'initiative du président Macky Sall. Et donc cette année, nous organisons la 3e édition du Forum qui s'est révélé être un succès très satisfaisant. Et on se prépare
Pour le mois de décembre. Au mois de décembre. Et donc, vous espérez, vous adressez aux chefs d'État, aux décideurs, donc notamment les chefs d'État, il y en aura une trentaine ici, à Lomé au Togo. Et comment trouvez-vous les chefs d'État, vous qui avez la chance parfois de les côtoyer, vous les avez côtoyés aussi dans une autre vie, à Jeune Afrique notamment, où on en parlera tout à l'heure à la fin de cet entretien. Alors, vous les trouvez comment réceptifs, déterminés à aller de l'avant pour que les choses changent? Je peux vous dire qu'ils sont non seulement respectifs, mais d'abord ils sont très déterminés, ils sont très engagés et ils sont en même temps très préoccupés parce que c'est des problèmes sérieux et des problèmes graves et qu'ils ont bien constaté qu'il y avait un véritable chantier de rénovation des politiques de défense. Par exemple, les espaces maritimes, ils ont été négligés depuis les indépendances. La modernisation et la professionnalisation des forces de sécurité étaient dans une configuration politique qui était dépassée. Et il fallait réadapter tout ça. Donc les chefs d'État, ils sont très engagés. Et la grande nouveauté qui donne vraiment des espoirs, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très grande convergence entre les visions des chefs d'État de tout le continent, aussi bien des francophones que des anglophones, que des lusophones. Ils sont conscients qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes menaces, et maintenant, ils échangent entre eux, les dynamiques sont maintenant communes et traversent tout le continent. Au Forum de Dakar, il y aura des chefs d'État francophones, des chefs d'État anglophones, et ils savent que lusophones, et ils savent que voilà, aujourd'hui, l'Afrique doit travailler toutes ensemble et qu'on ne peut plus travailler chacun dans son coin. Voilà. Vous êtes un grand connaisseur de l'Afrique, vous avez, pour ainsi dire, bourlingué sur le continent ou pour le continent. Alors on peut parler de vos vies antérieures, mais qui rejoignent toujours les préoccupations de l'Afrique d'aujourd'hui. Alors vous avez été dans le cabinet de M. Jean-Pierre Cot, ministre de la Coopération de François Mitterrand, dès 1981. Alors, c'était quand même la grande révolution aussi, il fallait changer beaucoup de choses. Pas révolution, mais on avait pris conscience au moment de l'alternance et de l'élection de François Mitterrand qu'il y avait, et nous avions été très sensibilisés par toute une jeune génération de leaders africains qui étaient au pouvoir au début des années 80 et qui avaient déjà cette volonté politique de changer, de moderniser, etc. Donc, pendant cette période qui a été un peu courte, mais pendant cette période, on a vraiment eu la chance de pouvoir ouvrir des chantiers, lancer des idées. On avait travaillé avec tous ces acteurs, avec cette jeune génération de leaders, avec Edem Kodjo, qui était secrétaire général de l'OUA, et qui lui était engagé dans un grand chantier de stratégie de développement qui était le plan de Lagos. Voilà, on a eu la chance de pouvoir ouvrir tous ces chantiers, et on a vu depuis que tous ces chantiers, ils collaient bien avec les nouvelles réalités africaines, et qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été ouvertes à cette époque qui ont été mises en œuvre. Après, il y a eu Thomas Sankara aussi, que vous avez connu. Absolument. Oui, absolument. Déjà, tant comme secrétaire d'État, vous l'avez connu. Absolument, je l'ai connu. 81. Voilà, et brillant, charismatique. Voilà, ça faisait partie vraiment d'une manière emblématique de ce renouvellement politique sur le continent, voilà, qui était quand même de nouvelles énergies très positives, même si on peut débattre indéfiniment des qualités, des défauts. Mais ça, c'est voilà, le problème des débats politiques sur le continent. Vous les connaissez mieux que moi. Ah non, certainement, vous mieux que moi, puisque justement, vous avez été à la grande époque de Jeune Afrique. Vous avez fait partie de la grande rédacteur en chef de Jeune Afrique. Exact. Avec, à l'époque de Sénène, Siradiou, Jean-Baptiste Placard, et puis Marie-Roger Biloa. Ah, exactement. C'était de fortes têtes. C'était des fortes têtes, c'était des journalistes brillants, on avait une rédaction qui était vraiment très dynamique, qui était très professionnelle et qui a donné au journal, en particulier donc dans ces années-là, au moment des revendications démocratiques, des conférences nationales,
de la libération de Mandela, oui, tout à fait. la mort de Sankara. Absolument. On a vécu ensemble des événements historiques et c'était un enthousiasme formidable dans cette rédaction. Voilà. Donc, qui a beaucoup permis aux jeunes, effectivement, africains, d'être mobilisés sur les questions de politique. Absolument. Et d'espérer des changements. Mais ça a été une grande déception, la disparition de Thomas Sankara, quand même. Ça a été une grande déception. Et je peux vous dire que le numéro de Jeune Afrique qui a annoncé et raconté l'assassinat de Thomas Sankara s'est vendu sur tout le continent à des quantités records. Oui. On a bien mesuré l'impact et ce que pouvait représenter l'aventure de Thomas Sankara. Alors, une autre expérience dans votre vie, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. 10 ans sous Abdou Diouf. Oui. Vous avez été délégué aux questions de paix, droits de l'homme et démocratie. Alors, vous avez travaillé, c'est un chantier énorme. Chantier énorme, travailler avec un patron qui a autant d'expérience, qui est autant respecté par les chefs d'État africains et la communauté internationale. Ça a été formidable et grâce à cette autorité du président Diouf, on a vu faire beaucoup de choses sur les processus électoraux, sur le domaine des droits de l'homme, sur les médiations et dans des moments et des pays particulièrement difficiles, sur les transitions, sur les réactions au coup d'État. Il y a eu des avancées. Et ça a permis à la francophonie de vraiment se développer et apporter des contributions utiles dans tous ces secteurs. Ok. Alors, l'une des préoccupations de ce sommet de Lomé portera sur la protection des océans. Dans l'Assemblée générale des Nations unies a précédé aussi, a intervenu sur la question en septembre dernier sur la protection des océans. Est-ce que vous pensez que les pistes qui peuvent être abordées sur la protection de ces océans-là paraissent aujourd'hui dessinées ou alors il faut encore forcément les réinventer? Non, en fait c'est parti du bas, c'est parti des urgences, des menaces sécuritaires immédiates qui a déclenché toutes ces dynamiques. Maintenant, on arrive au moment où les Africains se mettent d'accord, sur le principe des réponses globales sur tout ce qui concerne les océans et les enjeux maritimes, qui est vraiment une problématique multidimensionnelle, et donc il fallait intégrer une stratégie qui prenne en compte toutes les dimensions de ces enjeux et de ces défis. Donc on arrive maintenant dans la lignée de la stratégie de l'Union africaine, à ce que les chefs d'État adoptent ici à Lomé, vont adopter ici à Lomé une charte contraignante, on a dit. Contraignante. Oui, parce que c'est la différence avec ce qui a été fait précédemment. Et qui est une excellente chose parce que maintenant il y a un cadre commun pour permettre aux organisations sous-régionales, pour permettre aux États et pour permettre aux partenaires internationaux de travailler d'une manière cohérente, avec des objectifs clairs et avec des lignes directrices pour organiser la mise en œuvre et le travail collectif commun et la vision partagée de ces enjeux. Alors, est-ce que des expériences, dans ce cas de figure-ci, il y a des expériences qui ont été faites ailleurs et qui peuvent bien servir à l'Afrique? Et comment vous les faites remonter, justement? Bien sûr, mais ça c'est aussi une des dimensions de contribution des partenaires internationaux qui leur amènent. Mais ce qui est important, c'est on n'importe pas en Afrique n'importe quoi. Il faut partir des réalités africaines et voir comment les expériences qui ont déjà réussi peuvent aider ou pas à partir du contexte africain. C'est cette démarche qui est maintenant la ligne conductrice.
Alors, quand on dit résolution contraignante, dans le cas de l'Union africaine, vous connaissez très bien le fonctionnement de ces institutions, Organisation internationale de la francophonie, mais vous pensez qu'effectivement, on puisse arriver à contraindre les États africains, parce qu'on sait qu'il y a des disparités, notamment sur les moyens et même sur les approches politiques. Ce ne sera pas un chantier fastidieux? Écoutez, tout ça ne se décrète pas comme ça, il ne suffit pas de signer un texte pour que tout soit résolu, mais il faut qu'il y ait des leviers, il faut qu'il y ait des cadres cohérents. Donc surmonter les difficultés que vous évoquez, il faut faire ce travail que l'Union africaine et ses États membres sont aujourd'hui en train de faire. Sinon, à quoi ça servirait un sommet? Ça servirait à rien. Donc c'est cet effet de levier, cet effet de cohérence que ce genre de sommet apporte, et ça fait partie des étapes nécessaires pour construire et mettre en œuvre ces nouvelles stratégies. Alors, mais est-ce qu'on peut espérer que d'ici quelques années, que la question des océans devienne centrale? Quelle place elle pourrait avoir dans les économies, justement, puisqu'on parle de cette économie bleue? Aujourd'hui, il y a des questions de piraterie au large des côtes africaines, mais il y a surtout aussi la pêche illégale. Est-ce qu'on s'inquiète de ce que les États africains n'aient pas toujours les moyens nécessaires pour faire face à ce type de menaces? Écoutez, il y a la prise de conscience, il y a la volonté politique, il commence dans un certain nombre de pays à y avoir des moyens pour contrôler les eaux territoriales, il y a des instruments juridiques internationaux, il y a maintenant de plus en plus des textes contraignants, donc tout ça progresse, et cette mobilisation, elle doit permettre aux États africains d'avoir davantage de moyens. Vous savez, je vais vous dire, ça ne se résoudra pas en quelques mois, mais c'est une question de survie. De survie pour l'Afrique, de survie pour l'humanité. Donc il n'y a pas le choix. Alors, finalement, quels espoirs peut-on fonder sur tout ce qui se fait d'ici quelques années? Si on vous disait d'émettre un vœu, comment verrez-vous, comment voyez-vous la sécurité maritime en Afrique? Oh, moi je suis confiant parce que je vois que ces dernières années, les choses se sont accélérées, ont énormément progressé. Il y a vraiment eu cette prise de conscience et cette volonté politique. Donc moi je suis assez optimiste. Bon, je ne suis pas Madame Soleil, je ne vais pas vous dire dans X années tout sera résolu. Mais je constate... On regarde la volonté qui est engagée, oui, et de la mise en œuvre déjà engagée, je constate que vraiment ça progresse de manière significative. Ce qu'il faut, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas que cette volonté politique se dissolvent dans d'autres problématiques. Il faut qu'elles restent, il faut que les chefs d'État restent mobilisés, restent dynamiques, restent engagés, et que les gouvernements vraiment mettent en œuvre toutes les décisions qui seront prises. Même si on peut, en Afrique, comme vous dites, que souvent, parfois, les décisions se sont dissipées. Ça, c'est une crainte qu'on peut avoir, objectivement. Oui, bon, ce n'est pas une spécificité africaine. Hein. En Europe, à l'Union européenne ou dans les grandes organisations régionales, tout le monde est confronté à ces problèmes. Donc, il y a le Brexit quand même, qui nous rappelle quand même à une difficulté européenne cette fois-là. Exactement. Voilà, c'est un combat permanent. Voilà. Alors, merci à Hugo Sada de nous avoir accordé cet entretien qui nous a permis de revenir naturellement sur les questions de sécurité maritime en Afrique, mais bien sûr de faire aussi le tour sur votre expérience extraordinaire sur le continent africain. Donc, vous nous avez consacré de votre temps et nous vous remercions encore pour cela. Je vous remercie de votre accueil, merci de m'avoir donné cette opportunité de parler un petit peu de ma grande passion. Voilà, l'Afrique.
Voilà. Vous êtes à Lomé, bien sûr, on aura l'occasion de vous revoir certainement au cours de cette conférence internationale sur la sécurité maritime ici dans la capitale togolaise. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous tout au long de cette semaine autour des entretiens justement avec les différentes personnes ressources qui participent à ce grand moment de sécurité maritime sur le continent africain. À bientôt.